Ce podcast bénéficie du soutien de Léa Nature, entreprise engagée développant des produits bio et naturels comme la gamme de soins bucco-dentaires certifiés bio dans ta vie, en grande distribution, pour une bioefficacité en toute confiance, sans fluor et sans ingrédients controversés. Nos dents aussi ont droit au bio. Un grand merci à notre partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Liberté inconditionnelle, conscience, éveil de l'individu, autant de thématiques qui ont inspiré l'humanité depuis la nuit des temps. Un homme y a consacré sa vie et aura permis à des milliers de personnes d'engager une révolution profonde de leur être à travers l'enseignement qu'il offrait au monde lors de causeries en Inde, son berceau et à l'international. Je parle évidemment, vous l'aurez peut-être reconnu, de Jiddu Krishnamurti, cet homme hors du commun touché par la grâce et qui avait même été pressenti dans son enfance pour être le nouveau Messie. L'écrivaine et activiste culturelle Pupul Jayakar nous retrace son parcours et son enseignement dans sa biographie Krishnamurti, une vie, d'abord parue en 1986. Elle offre un tableau très humain de cette figure incontournable du XXe siècle. En 2022, mon invité du jour participe à une réédition de cet ouvrage, revu et augmenté largement, elle me disait hors antenne, elle est passée de 300 pages à 500 pages à peu près, et qui vient de paraître aux éditions des Presses du Châtelet. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose aujourd'hui Claire Dufour. Bonjour. Alors bonjour. C'est ça, je disais de 300 à 500 pages, vous avez quand même bien étoffé cette version en fait. Oui, je me demande d'ailleurs pourquoi la première n'avait... Parce que le livre de Pupul en anglais fait 500 pages. Or, le français est beaucoup plus bavard, donc on devrait avoir un plus gros bouquin et on n'avait que 300 pages. Il y avait peut-être des besoins éditoriaux ou aussi peut-être, j'ai vu d'énormes passages coupés peut-être par manque de compréhension ou par difficulté de retrouver les sources. Alors c'est vrai que ce livre est dense, je dirais à l'image finalement de son personnage. Alors qui était cette femme, Pupul Jayakar, la biographe de Krishnamurti? Avant tout, c'était aussi une amie. Et d'ailleurs, en 4e de couverture de l'ouvrage, ça commence par l'impression qu'elle a eue quand elle est entrée finalement en contact avec lui, qui était très puissante et très forte, je dirais. Oui. Cette femme était, quand elle a rencontré Krishnamurti, une femme encore jeune, mariée, de bonne famille, mais qui n'était pas de la capitale, qui était du nord et pas du sud. Elle était de la capitale, elle était du nord, et elle avait de grandes ambitions. Et c'est sa sœur qui l'a amenée à voir Krishnamurti en groupe de gens, parce que les gens étaient curieux de savoir qui était cet homme. Et elle a eu un choc en le voyant et elle s'est sentie un peu démunie de toute cette ambition qui l'a rongée en réalité, qui la construisait en même temps. Et elle a voulu un entretien. Et après cet entretien, elle ne l'a plus jamais quitté. Elle s'est consacrée à lui et elle reviendra évidemment dans son parcours, puisque je crois que c'est elle qui va le présenter notamment à Gandhi, c'est ça ? Oui, elle était l'amie d'enfance d'Indira Gandhi. Donc Indira Gandhi, c'est la fille de Nehru. Et donc c'était la famille Nehru avec lesquelles elle avait joué avec les enfants quand elle était jeune. Donc elle n'a pas cessé, c'est-à-dire quand je dis elle n'a pas quitté, elle n'a pas quitté l'intérêt qu'elle avait pour lui, mais elle a mené une vie extrêmement politique, culturelle, surtout culturelle. Elle était conseillère culturelle du gouvernement. Et elle voyageait dans le monde entier, elle s'occupait du Festival de l'Inde, c'était un personnage. Qui avait fait des sciences politiques en Angleterre, je crois. Alors, c'est ça ? Oui, de brèves études politiques en Angleterre. Alors, Krishnamurti, on l'appelle Kay ou par son prénom, c'est ça ? En tout cas, dans la biographie, vous l'appelez aussi par son petit nom ?
Oui, c'est-à-dire les gens qui le connaissaient de près l'appelaient Krishna, ceux qui l'avaient connu petit, ceux qui le fréquentaient ensuite de très près l'appelaient Krishnaji, c'est un terme de respect, de gentillesse et de respect. Et nous, quand on en parle, on dit Kay parce que c'est un nom tellement long que... Alors nous, peut-être, on dira Kay aussi de temps en temps. Oui, je crois. Alors évidemment, dans Métamorphose, je vous le disais avant cet entretien, on va s'attacher à balayer ces enseignements, même si c'est tellement riche qu'on ne pourra finalement que les survoler. Et puis après, il faut de toute façon passer à l'expérience et en plonger à l'intérieur de l'être, ce qu'il recommandait vivement. Simplement pour brosser un peu le portrait très rapidement de ces jeunes années, il est issu d'une famille de brahmanes de l'État indien de l'Andhra. Alors quel genre d'enfant était-il et comment s'est passé à un très jeune âge sa rencontre avec la société théosophique où il tombe en fait dans ce bain? Alors très rapidement, c'était un enfant vague, bizarre, peu communicatif, rêveur, gentil, adoré de sa mère qui avait des dons psychiques. Et il en avait lui aussi petit. Et il n'était pas comme tout le monde, voilà. Et il était toujours avec son frère, avec son petit frère, qui lui était un petit être absolument brillant, une sorte de petit écureuil éveillé, passionné de tout. Ils formaient une petite équipe à deux. Et sa mère est morte, il avait 10 ans, donc ils se sont retrouvés, leur père travaillait, ils se sont retrouvés, c'était une famille en plus de brahmanes pauvres. Son père était receveur des impôts et il ne gagnait pas grand-chose. Et au moment où son père a pris sa retraite, il gagnait encore moins. Et à ce moment-là, le papa est devenu, à force de supplication, il y a eu un poste à Adyar, qui était le centre de la société théosophique, qui est la base de l'éducation de Krishnamurti à partir de l'âge de 14 ans. Peut-être simplement pour celles et ceux qui nous écoutent, certains ne connaissent pas cette société théosophique. Qu'est-ce que c'est? Très, très rapidement, puisque après... oui, très rapidement, parce que c'est pas ça qui va nous intéresser en plus. Oui. Et que je la connais mal, mais c'est une société très importante de fin du 19e siècle qui réunissait des gens généralement extrêmement intelligents, des artistes, etc., et des gens très riches, et qui avaient une spiritualité qui reposait sur les maîtres, l'ésotérisme, etc., et qui attendaient le Messie. Et ils étaient prévenus que le Messie allait arriver de façon imminente. Je ne veux pas le dire en me moquant, hein, c'était très sérieux. Et ils avaient installé des centres dans le monde entier, dont un à Adyar. Et à côté d'Adyar, il y avait une plage, et les deux garçons allaient à la plage. Et Annie Besant, qui dirigeait qui était importante à l'époque dans la société théosophique, s'était associée à un monsieur qui s'appelait Leadbeater, qui avait une grande barbe blanche, qui croyait aux fées, mais qui était aussi un grand psychique. Et en se promenant sur la plage, il a vu les enfants jouer et il a dit « cet enfant n'a pas d'aura, donc il n'a pas d'égoïsme, donc ça pourrait être lui le futur Messie ». Et c'est comme ça, alors qu'à 14 ans, il était considéré comme le nouveau Messie. Il l'appelait même, je crois, le nouvel instructeur du monde. Et puis finalement, cette fameuse Annie dont vous venez de parler, Annie Besant, on dit ? Besant, c'est ça ? Oui, Annie Besant, oui. Annie Besant. Elle réussit même à avoir la tutelle de Krishnamurti. Voilà, le problème c'est que le père a trouvé ça très bizarre, ces étrangers avec leurs rêves et leurs grandes barbes et leurs dieux, etc. Et il a réagi et par contre Leadbeater, aidé par Annie Besant qui s'est même défendue devant un tribunal, a fini par adopter en fait les enfants. Les deux garçons. Krishnamurti et son frère, oui, les deux garçons. Et il s'est retrouvé, et il a changé complètement de vie. Il s'est retrouvé à essayer de vivre comme un petit Anglais, parce que l'hygiène devait être anglaise, alors qu'en fait il était brahmane, donc il était certainement très propre, mais les Anglais trouvaient que c'était pas encore leur façon à eux. Il s'est retrouvé élevé un peu à l'anglaise, tout en ayant toute cette comment je pourrais dire, cette
paraphernalia de Dieu, de maîtres, de croyances, d'initiation, etc., dans lesquels auxquels il a dû participer. Et il disait une chose très claire, il disait l'enfant faisait tout ce qu'on lui disait de faire. C'était comme un instrument, une sorte de récipient, on versait dedans, il y avait un trou au fond et tout disparaissait. Donc son côté vague et rêveur et en lui-même est passé à travers la théosophie en fait, ou a laissé passer la théosophie à travers lui. Alors il va rester proche quand même de Annie Besant, qui aura une importance quand même capitale auprès de lui, presque une grande partie de sa vie. Oui, énorme, jusqu'à ce qu'elle perde un peu la tête et qu'elle meure. Elle a été sa mère en fait. Elle a été sa mère dans cette atmosphère qui devait être très difficile. Ils ont dit eux-mêmes, les deux enfants, que c'était extrêmement difficile de vivre avec les théosophes parce qu'il y avait une discipline insensée. On leur donnait tout ce qu'ils demandaient, mais à ce moment-là, il fallait que ça leur serve à se durcir. Donc, par exemple, ils voulaient un vélo, on leur donnait un vélo à condition qu'il fasse 20 km par jour, tous les jours. Alors, on n'a pas dit en quelle année il était né, Krishnamurti ? Alors, il est né en 1895. D'accord. Alors, à quel moment il a son premier réveil mystique, si on peut le qualifier vraiment d'éveil ? Est-ce que c'est justement au sein de la société théosophique ? Est-ce que c'est pendant cette période ? Pendant cette période, il a des tas de visions. Parce qu'ils marchent par vision, les théosophes. On voit les maîtres, on voit, etc. Et ça marche. Je veux dire, il est complètement imbibé de ça. Puis, je crois, je ne sais pas s'il faut faire un rapport, mais en 1922, alors il voyage dans le monde entier, on le montre partout, ça y est, c'est le Messie. Il passe 10 ans en Angleterre, on le reçoit comme le Messie, même s'il est très bien habillé à la londonienne et qu'il joue au golf. En 1922, Nitya tombe malade bien avant, il était tuberculeux, et Krishnamurti, est obligé d'aller en Colombo, je crois, ou en Inde, en bateau, c'était très long à l'époque, pendant que Nitya était très très malade en Californie. Et Krishnamurti croit au maître encore, et demande au maître de sauver Nitya. Il dit, j'y vais si vous sauvez mon frère. Et bien entendu, le frère meurt pendant son voyage. Et c'est un choc extrême. Et je crois que le début de la fin de la théosophie date de là. C'est-à-dire, non, ça ne marche plus. Par contre, pardon, je me suis un peu éloignée la vraie question, c'est quand a-t-il eu des révélations, des visions, etc. Il a eu celle de la théosophie et après, il a eu, en 1922, en présence de Nitya, d'ailleurs, qui était encore vivant, et d'une certaine Rosaline, son amie, une série de révélations incroyables, partagées de douleurs atroces et d'évanouissements qui a duré des jours, des nuits, d'ailleurs, c'était la nuit, pendant 2 ou 3 heures. Et c'est là qu'il dit, à la fin, j'ai été enivré d'amour. Ouais, c'est très beau. D'ailleurs, il gardera, je crois, très longtemps ces migraines associées souvent à des révélations. Oui, c'est plus que des migraines, ce sont vraiment des tortures. Il tombait par terre, les gens autour de lui pensaient qu'il allait mourir. Et après, très curieusement, il s'asseyait sur son lit, c'était fini. Ce qui a frappé énormément Poupoule aussi, parce que Poupoule a assisté à ça, à Otakamund. Elle était partie, il avait demandé qu'elle vienne avec lui dans les montagnes là-haut pour avoir moins chaud que dans la vallée, en Inde. Elle a passé avec lui et sa sœur quelque temps avec Krishnamurti pendant une période où il a eu ces horribles douleurs et révélations conjuguées. Et elle disait elle-même que ça ne se passait pas tant qu'elle n'était pas là. Il fallait toujours qu'il y ait, et ça repart dans la théorie de la Kundalini. Il faut que celui qui s'éveille ait avec lui 2 personnes de totale confiance
qui le surveille pour qu'il ne se tue pas, pour qu'il n'aille pas jusqu'à mourir. Donc c'est quand même très fort. Oui, alors en même temps, c'est vrai que c'est pas toujours possible d'être entouré de 2 personnes au moment où ça arrive, parce que comme il disait, ces expériences peuvent être radicales et peuvent provenir d'une forme de surgissement finalement soudain, sans qu'on s'y attende. Oui, mais ça lui... Oui, mais par contre, ce qui est très curieux, c'est que ça venait à heures régulières. Et que quand l'un des deux, par exemple, quand Nithya et Rosalinde, dans les premières donc son frère et son ami, son frère et son ami, quand Rosalinde a décidé de partir pour quelques jours, il s'est mis à beaucoup moins souffrir et à avoir des expériences moins fortes. Et dès qu'elle est rentrée, c'est reparti de plus belle. Pareil pour Poupoule et sa sœur. Si elle n'était pas là, il n'y avait pas d'expérience. Il fallait qu'il soit protégé. Alors c'est vrai que c'est Annie Besant qui parlait d'éveil de la Kundalini. Lui, il n'employait pas forcément ce terme. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure. Oui, au contraire, il y réagissait avec une certaine vigueur. Ouais. Alors, continuons peut-être simplement sur son parcours. Alors, vous l'avez dit, donc c'était en 1929, il y a une transformation vraiment radicale qui s'opère chez lui. Il va quitter la société théosophique, il va dissoudre l'ordre d'Orient, c'est ça, qui était vraiment l'ébauche d'une nouvelle religion. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à poser, je dirais, les jalons d'un nouvel enseignement qui est le sien. C'est là qu'il le rend public. Mais je crois que ça a commencé bien avant, depuis quelques années, d'ailleurs depuis la mort de Nithya. Il se pose des questions, il trouve qu'il y a trop d'autorité, qu'il ne veut pas de cette autorité. Il en parle à son entourage et même dans les camps, les fameux camps domaines en Hollande où on lui avait offert une immense propriété extraordinaire, où il faisait un camp annuel au mois d'août. Il disait déjà, ne suivez personne, etc. Il l'a dit pendant 3 ans jusqu'à ce que, à la fin, en 29, ils disent, c'est terminé, je dissous l'ordre de l'étoile. C'est terminé, j'arrête tout. Alors c'est à ce moment-là que son rapport justement à la hiérarchie évolue et aux organisations politiques et religieuses. Il en parle d'ailleurs, je crois, dans La vérité est un pays sans chemin. Il parle de l'acquisition de cette vérité qui, selon lui, ne peut se faire au travers aucune organisation, aucun credo, aucun dogme, prêtre ou rituel, ni aucune philosophie ou technique psychologique. Là, il passe tout en revue, quoi. Exact. Et ça, c'est la phrase clé de son discours Domaine en 1929, le discours de dissolution. C'est ce qu'il dit. Il dit, la vérité est un pays sans chemin, donc ne suivez personne, pas seulement moi. Alors, qu'est-ce qui le conduit, en fait, à avoir cette position ? Qui sait ? Qui sait ? Je pense qu'il y a quand même toute cette réflexion depuis, certainement même au sein des théosophes, ils réfléchissaient déjà à l'autorité, qu'est-ce que la vérité ? Je pense qu'il est à la recherche de la vérité. Et en plus, elle lui arrive, je veux dire, elle lui vient par ses expériences extraordinaires, où il a l'impression qu'on le nettoie, en fait, de tout ce qui a été imprimé dans le cerveau. Il le dit. Il me nettoie, il m'ouvre, il me dégage. Donc, à partir peut-être de ce vide, il dit, il n'y a pas d'autorité possible, même pas la vôtre, même pas votre propre autorité. Maintenant, vous êtes libre et allez et marchez. C'est vrai qu'il part vraiment de toutes ces images, de ces symboles, des idées, des croyances qui pour lui seraient des obstacles à la cause qui seraient la cause des difficultés humaines. Tous ces concepts, tous nos conditionnements, nos croyances qui sont enracinés dans notre esprit. Et il dit même que l'individu ne serait ainsi que le produit superficiel d'une culture. Et oui, ça c'est vraiment je crois qu'on est au fondement de comment dire, de l'obstacle, enfin ce que vous appelez l'obstacle, mais c'est vraiment la pensée est vieille.
Je répète Krishnamurti, oui. là, hein, même si je prends un ton très affirmatif. Non, mais on sait que vous êtes sa biographe et vous parlez de lui. Et vous, comme vous dites, vous êtes monogame, c'est-à-dire que vous ne vous êtes attaché qu'à lui, hein, en termes de... Oui, et par hasard, hein, il m'est tombé dessus et ça m'a... Voilà. Donc, la pensée est vieille. Ça, chacun peut le vérifier, je dirais. Elle est déjà là. Et elle n'est pas que... La pensée, elle pense que c'est moi, mais la pensée, elle est un peu de chimpanzé, un peu de bactéries, un peu de poussière d'étoiles. Je veux dire, la pensée, c'est une mémoire. Donc, c'est cette mémoire qui pense. Donc, s'il y a une vérité, elle ne peut pas venir de là. C'est vrai qu'il disait aussi, il faut poser des questions qui n'ont pas de réponse. Et ça va avec ce que vous venez de dire. Il avait vraiment cet art, Kay, comme vous l'appelez, de placer son auditoire face à lui-même. Pour lui, c'était ça, la voie de la vérité. Et ne pas attendre qu'un maître nous donne des réponses toutes faites. Mais oui, parce que en fait, c'est le côté... si ma pensée... Enfin, je fais du Krishnamurti, là. Si ma pensée est vieille... Si ma pensée est vraiment déjà pensée, je dirais déjà remâchée, c'est du, oui, je veux pas dire c'est du vomi, mais je veux dire on sait, c'est du connu. Voilà. Le connu ne peut vouloir que du connu, ne peut pas s'approcher de l'inconnu. Donc il dit, il faut que la pensée s'arrête, mais la pensée ne peut pas s'arrêter elle-même. Donc voilà, il vous met devant une question impossible. C'est ça, d'ailleurs, il a vu son essor dans le courant des années 60 en pleine contre-culture, avec son slogan qui aurait pu être le sien, là, ni Dieu ni maître, avec cette idée qu'une transformation de l'humain ne peut se faire qu'en se libérant de toute autorité, on l'a dit. Oui. Il appelait le vieux cerveau conditionné de l'homme, et il appelait une forme de mutation de la psyché. Oui, dans le sens où le vieux doit disparaître pour que le neuf soit. Je répète une phrase de lui. Et que c'est pas le vieux qui peut faire le boulot. Ça, c'est une phrase de Claire Dufour. Donc, je veux dire, on entre dans des notions d'espace, on entre dans des notions de silence, on entre dans des notions de rien, alors, qui ne peut pas être une notion d'ailleurs, puisque si c'est une notion, c'est quelque chose. On entre dans un inconnu. Et est-ce que les gens qui venaient l'écouter, dont moi, avaient cette intention au départ? Je crois pas. Chacun venait avec son package, avec sa valise. Vous l'avez bien connu, vous, personnellement? Non, personnellement, non. J'ai été l'écouter. Mais on ne peut pas appeler ça une connaissance personnelle. Il ne recevait plus personne. Il était déjà très âgé. Et moi, j'avais commencé par lire ses livres. C'était tellement frappant que je pensais qu'il était mort. Parce qu'à l'époque, les livres étaient plus simples. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de texte derrière. Vous voyez. Donc, pour moi, c'était un peu comme Socrate, quoi. Mais bon. En plus, je le lisais en français parce qu'à l'époque, je parlais pas très mal anglais. Et donc, j'ai été l'écouter très tard. Et on peut pas appeler ça, il ne recevait plus personne, et j'avais l'impression que je n'avais aucune question réelle, sérieuse à lui poser. C'était trop important pour y aller avec ma petite gamelle de mendiant, comme il le disait. Il dit que vraiment, toute autorité, particulièrement dans le domaine de la pensée, est destructrice, une mauvaise chose. Les leaders détruisent leurs adeptes et les adeptes détruisent les leaders. Il redit, vous devez être votre propre enseignant et votre propre disciple pour remettre en doute tout ce que l'homme a accepté comme valable ou nécessaire. Et pourtant, il enseignait. Donc, il était un leader, de fait. Il était un leader si vous en faisiez un leader. Quelqu'un qui vous dit... je viens de voir une montagne enneigée juste derrière, vous êtes passé devant, retournez-vous. C'est pas un leader. D'ailleurs, il ne voulait pas avoir de lieu de culte ou de pèlerinage après sa disparition.
Ni pendant sa vie, ni après. Il était terrorisé, disait, par les vieilles dames, parce que il avait une cohorte de femmes qui l'entouraient sans arrêt. Quand je l'ai connu, il était vieux, donc les dames étaient vieilles aussi. Je pense que quand il était jeune et beau, elle devait être jeune et belle également. Mais il était terrorisé par le besoin d'adoration, le besoin de dévotion. Et c'est vrai. Et alors, il dit, par contre, il y a une chose plus intéressante que ça. Il disait, vous voulez l'autorité, vous cherchez l'autorité. La pensée est vieille, donc elle cherche l'autorité. Et quand vous avez découvert quelque chose de neuf, vous en faites immédiatement l'autorité pour le lendemain. En fait, l'être humain, intrinsèquement, cherche un maître, cherche un gourou. Quel maître avait-il, lui ? Ah ben, personne. Vraiment personne. Est-ce qu'il croyait en une force supérieure, transcendantale ou immanente, ou pas du tout ? Ah ben, c'est le thème de tout son dialogue avec David Bohm. Je veux dire, c'est vraiment... David Bohm cherchait la cohérence de l'univers, en fait, pour être Redites-nous qui était David Bohm. Alors, David Bohm, un remarquable physicien quantique, qui avait travaillé avec Oppenheimer, qui travaillait avec Einstein, enfin, qui était vraiment un énorme cerveau, mais doublé aussi d'un sensible qui voulait comprendre l'infiniment petit, l'infiniment grand, enfin le tout, que le tout devait être cohérent et être cohérent avec la psychologie, enfin avec l'esprit. Que ça ne pouvait pas rester contingenté dans la science. Et il disait lui-même que les scientifiques restaient coincés dans leur désir de découvrir à travers la science, mais ils n'avaient pas l'esprit universel. Voilà. Or, il lit un livre de Krishnamurti et il découvre un homme qui cherche l'univers, qui parle d'universel. Donc, ils veulent voir. Enfin, tout ça, c'est très bien expliqué. Si vous regardez sur YouTube, vous verrez David Bohm s'expliquer lui-même. Il est passionnant en anglais. Malheureusement, mais il doit y avoir des sous-titrages. Et c'est une rencontre étonnante parce que le scientifique est attiré par Krishnamurti qui dit que l'observateur sait l'observer, ce que dit la physique quantique. Et du coup, il veut entrer là-dedans. Mais le problème de Bohm, si je puis me permettre, parce que là c'est Claire Dufour qui parle et qui s'aventure, il voulait faire coller. Krishnamurti voulait pas faire coller. Il voulait trouver des cerveaux intelligents qui comprennent ce qu'il disait et qui y aillent. Et je crois que le drame de Bohm, c'est qu'il est mort sans y avoir été. Il le disait lui-même, il l'a dit, je crois, à sa femme juste avant de mourir, on n'a pas été assez loin. Krishnamurti cherche une transformation de l'homme, pas une compréhension intellectuelle. Il parle d'ailleurs d'un esprit de révolte intelligent. Il y a cette analogie avec la rivière. Il parle vraiment de voir ce qui est, dans cette idée de se libérer toujours du connu, titre de son fameux livre, d'être vraiment lucide et à propos de la pensée, vraiment de voir et d'aller jusqu'au bout. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça, qu'on comprenne mieux. De voir et d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout de sa pensée quand on la voit. Ah, d'aller jusqu'au bout d'une pensée. Parce qu'en fait, il ne parlait pas d'épuiser sa pensée parce qu'elle est inépuisable. Il y a trop. À moins de nier l'évolution, la pensée, c'est une complexité folle, magnifique, extraordinaire et très très bien pour la vie, mais plus difficilement pour la compréhension. Non, je pense qu'il parlait beaucoup d'aller jusqu'au bout d'une pensée. Il conseillait même, et lui qui donnait jamais de conseils, il avait un conseil, c'était de prendre un cahier ou un papier, un crayon, et quand une pensée venait, d'essayer de l'écrire. Or, ça va à toute vitesse, j'ai essayé, c'est effrayant. Pour l'écrire, il faut qu'elle ralentisse. Et quand elle ralentit, elle va jusqu'au bout d'elle-même, simplement. Elle va Et quand elle est au bout d'elle-même, la découverte, c'est qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a plus rien.
Et David Bohm va totalement avec ça. Il dit que les insights, vous entendez beaucoup parler de la notion d'insight, cette espèce d'éclair de compréhension fulgurant qui ne vient pas de la pensée, qui, on ne sait pas d'où ça vient, mais qui transperce tout, qui brûle tout, quoi, qui est une sorte de foudre, et qui n'est pas mémorisé en plus. Il dit lui-même, Bohm, que l'insight, ça ne sert qu'à dématérialiser la pensée, à lui enlever ses structures, à ce qu'elle lâche. Parce que la pensée n'a pas de réel contenu, elle n'a que des répétitions. Bon, je vais peut-être un peu trop. Ah non, au contraire, c'est très bien. C'est ça que j'attendais précisément, tout à fait. Ça me va parfaitement. Par contre, effectivement, il y a cette expérience à un moment donné où il parle du ça, je crois, où vraiment il y a ces insights, il y a vraiment ce ressenti au-delà de la pensée et qui vit malgré nous d'une certaine manière. Et c'est vraiment ça qui est à ressentir et même pas à rechercher d'ailleurs. Hein. Ils expliquent ça dans un dialogue. Oui, tout à fait. Et même peut-être que le mot ressenti, oui. Je me mets à leur place tous les deux, ils auraient peut-être frémi un peu. C'est vraiment une perception fulgurante. Je pense que le mot, on cherche beaucoup. Oui, j'imagine, il faut être précis là. Oui, il faut être très précis à la Fondation. On cherche toujours à trouver exactement le mot qu'il faut. C'est une perception fulgurante qui ne dépend pas de ce qu'il y avait précédemment, qui traverse tout ça, qui n'est pas de la pensée, mais qui, bien sûr, vient de quelque part. Donc, elle vient de l'esprit. Ce qui suppose que l'esprit n'est pas réduit à la pensée. Mais comme c'est totalement indépendant de la pensée, c'est pas saisissable, c'est pas mémorisable, et ça a surtout quelque chose d'extraordinaire, c'est l'action. Je veux dire, la pensée elle-même, elle agit très peu, elle répète. Tandis que l'insight, ça nettoie, ça balaye, ça ressemble un peu à ce que il avait souffert, lui, avec ses souffrances terribles, une sorte de nettoyage. Et Bohm ajoute quelque chose d'intéressant, c'est l'histoire de que la pensée n'est qu'une structure, elle est faite de barrages, des barrages de mémoire, et que l'insight passe à travers tout ça et fait sauter le barrage. Donc l'insight n'a pas de contenu, l'insight arrive à rien. Le résultat, il n'y a pas de résultat à l'insight, c'est vraiment intéressant. Et en même temps, vous dites que l'insight nettoie, donc c'est quand même un résultat, le nettoyage ? Oui. Si on peut dire que effectivement, arriver à rien, c'est un extraordinaire. C'est un résultat quand même d'une certaine manière. Oui, on peut l'appeler un résultat, mais le reste, vous voyez, dès qu'on parle de résultat, on est retombé dans la pensée. Bien sûr. Donc on a récupéré l'insight. Or, il devrait pas être récupérable. L'insight est libre. Il est. Qu'est-ce qu'il est en fait, l'insight ? On ne sait pas. D'où vient-il ? On ne sait pas. Par quoi est-il produit ? A-t-il une source ? On ne sait pas, Anne. Je pose des questions sans réponse. Mais bien sûr, exactement. Mais c'est formidable. Mais oui, mais on ne sait pas. Mais même, je pense que Krishnamurti aurait dit on ne sait pas. Parce que tout ce qu'on sait est connu. Alors c'est ça qui est intéressant aussi. On ne découvre jamais rien. Parce que quand je découvre quelque chose, c'est ma pensée qui a simplement été dénichée quelque chose de niché quelque part que je n'avais pas exploré. Donc ce qui arrive par l'insight, c'est même pas ce qui arrive, parce qu'une fois que l'insight est passé, il n'y a rien arrivé non plus. Parce qu'il n'y a pas de temps. C'est là que je crois qu'on aborde un sujet que vous aimez aussi, c'est qu'est-ce que le temps ? Il liait beaucoup justement le temps et la pensée en disant que c'était comme des miroirs finalement de l'un de l'autre. Oui. Oui. Il faut faire très attention à ça parce qu'il parle du temps tout le temps. Et moi-même, je ne peux pas dire que je comprends. On peut percevoir, enfin, on parlait de ressenti tout à l'heure, on peut avoir des ressentis. Hein. Il m'est arrivé de faire de la peinture, par exemple, et d'oublier complètement l'heure du déjeuner, de m'apercevoir à 6h du soir, parce que la lumière baissait, que j'avais faim. Donc le temps, on sait
on a une notion du fait que le temps n'est pas aussi précis que celui de l'horloge. Mais à part ça, je crois que Krishnamurti aurait dit, alors là je prends des pincettes, il aurait dit que la pensée elle est constituée de temps, bien sûr. Donc elle peut pas agir en dehors du temps. Elle ne peut penser, réagir, fabriquer, s'en sortir, etc. Comprendre, même la compréhension, c'est de la pensée. Hein. Faut faire attention à ça. Oui, d'ailleurs, il parlait beaucoup puisque vous parlez de compréhension, il parlait beaucoup du savoir qui finalement n'est pas très utile. J'ai du mal à employer des mots parce que forcément, je ne veux ni caricaturer ni déformer et c'est tellement pointu et précis. Mais il y a quelque chose, justement, d'une certaine manière, il faudrait presque se débarrasser du savoir. Il dit... Moi aussi, j'essaie de faire très attention ici. C'est un peu sur des œufs, surtout moi. Oui, tout à fait. Non, mais moi aussi, croyez-le. Mais le savoir, c'est du temps, hein, puisque le savoir, c'est l'évolution. Là, on ne peut pas ne pas être d'accord. Et l'évolution, c'est du temps. Donc, tout ce qui est connu, c'est du temps. Donc, comment le savoir peut-il se sortir de lui-même ? Ben, il ne peut pas. Donc, il faut un autre facteur. C'est ce dont il discute beaucoup avec Bohm. Il faut un autre facteur qui fasse quand même partie de l'existence. Je veux dire, qu'il ne soit pas quelque chose qui soit là-haut dans les nuages ou comme Dieu assis sur ses cumulus. Donc il cherche, il est toujours en train de mentionner, avec Bohm en particulier, quel est l'autre facteur, et c'est là qu'il cherche. Je crois que ce serait bien que les gens les gens qui écoutent et qui s'intéressent aillent voir dans ces dialogues parce que c'est passionnant. Ils sont maintenant traduits en français. Qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils trouvent finalement comme autre facteur Ils trouvent pas ni l'un ni l'autre, heureusement, mais ils vont dans l'attention, mais l'attention qui n'est pas du tout celle qu'on utilise dans la pensée qui fait attention. Ouais. C'est pas ça, c'est beaucoup plus des perceptions, ça ressemble à l'insight, c'est des perceptions immédiates, fugitives et qui n'ont pas de suite. On pourrait parler à un moment, il parle d'état, j'aime bien ce mot. Oui, alors il dit une chose absolument extraordinaire à mes yeux, parce qu'elle m'a vraiment, elle est rentrée profond. Il dit, l'univers, je crois, monsieur, que l'univers est en état d'attention. C'est ça. Et ça, c'est extraordinaire pour Bohm, parce que Bohm est dans l'univers totalement cohérent. Le physique, le mental qui fait partie du physique de toute façon, et puis aussi la théorie de la relativité qui paraît tellement opposée à la théorie des quanta. Lui, il veut tout mettre dedans. Et l'histoire de l'état d'attention a dû le fasciner lui aussi, comme il me fascine moi. On pourrait le traduire par une forme d'hyper-présence qu'on pourrait, d'ailleurs, par exemple avec la psychologie positive, quand on parle de flow, de cet état d'hyper-présence à soi, ou de grâce dans d'autres conceptions. Tout ça pourrait finalement un peu qualifier la même chose. Ça m'ennuie de sortir du mot attention, je vais vous dire pourquoi. Parce que hyper-présence, ça veut dire qu'on est présent. Et est-ce qu'on peut être présent à soi ? Là, j'y vais carrément à la claire du four. Non, parce qu'on est soi. Alors, il n'y a pas deux personnes, il n'y en a pas un qui est présent à l'autre. Je veux dire, ça, c'est pas... Ça rentre pas dans ma logique, en tout cas. Je prends ça sous ma casquette. Et la deuxième chose, c'est la grâce. C'est très beau. Je pense que de temps en temps, tous les mystiques ont touché à ça. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, mais elle n'a pas de possibilité d'explication, ni d'utilisation. En plus, on ne peut pas aller la chercher. Elle tombe où elle veut, disent les chrétiens, la grâce. Bon, donc, je crois qu'il faut rester
à la question de qu'est-ce que l'attention. Qu'est-ce qu'il entend d'ailleurs par conscience, Krishnamurti ? Pour lui, la conscience, c'est tout le contenu du passé. D'accord. Donc là, il y a une question aussi de terminologie, parce qu'aujourd'hui, on discute quand même beaucoup de la conscience qui serait non localisée et justement peut-être pas le contenu de nos croyances et de nos conditionnements. C'est vrai que là, si on prend Jung, si on prend d'autres penseurs, il faut s'entendre sur les mots, j'imagine. Oui, très fort. Pour le mot conscience, très très fort. D'ailleurs, il l'utilisait assez peu. Quand les gens lui disaient qu'est-ce que la conscience, il disait c'est son contenu. La conscience et son contenu. Voilà, il n'allait pas plus loin. Ça l'intéressait pas. En fait, ça l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était d'en sortir. Alors justement, dans le cœur des enseignements de Krishnamurti, il dit que l'homme doit découvrir dans le miroir de la relation, dans la compréhension des contenus de son propre esprit, par l'observation et non pas par l'analyse intellectuelle ou la dissection introspective. Alors, je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous suivez, mais quand il dit la compréhension des contenus de son propre esprit et la dissection introspective, je me suis demandé quand même quelle était la différence entre les deux. Parce que c'est un peu complexe quand même, parce qu'on est dans des temps où on dit il faut se libérer du contenu et pour ça il faut avoir une bonne quand même connaissance de soi pour savoir de quoi est pleine la conscience, au sens de Krishnamurti, et en même temps sans rentrer dans une forme de dissection mentale, intellectuelle, presque égotique, je dirais. Je sais pas. Oui. Est-ce que je peux essayer de le dire comme je le vois moi ? Bien sûr. Et pardon si un jour un membre de la fondation Krishnamurti m'écoute, il prendra venant de moi. Je vois ça. Nous cherchons, quand on cherche à se comprendre, on cherche à comprendre son contenu. En fait, on s'arrête toujours au contenu. Donc on veut vider le contenu, arranger le contenu, guérir le contenu, calmer le contenu. Oui. Alors le contenu, on peut l'entendre comme nos blessures, etc., pour que ce soit bien clair. Tout, mais même nos pensées. Quand je m'observe, j'essaie d'observer ce que je pense. Or, Bohm et Krishnamurti, grâce à Dieu, tombent pile à deux pieds sur le fait que c'est pas intéressant du tout, parce que le contenu est immense et on peut rien faire avec. Ce qui est intéressant, c'est la mécanique. C'est voir faire la mécanique. Et c'est là où la notion d'insight est intéressante, c'est que l'insight arrête la mécanique. Mais en fait, le problème n'est pas le contenu. Le contenu, on n'y peut rien. Qu'est-ce que je peux faire au fait que j'ai une femelle chimpanzé dans mes ancêtres ? Ma violence, tout ce qui vient. On peut voir par contre la mécanique qui se met en route, et ça c'est vrai qu'on la voit beaucoup mieux dans la relation, parce que face à face avec un miroir, où on se trouve épouvantable, ou trop vieux, ou trop bien, où on s'adore, et ça ne mène nulle part. Par contre, dès que je suis en rapport avec mon voisin, et qu'il a le malheur de ne pas être exactement comme j'aurais voulu qu'il soit, je vois très bien ma mécanique se mettre en route. Donc je pense que le fond de leur pensée, c'est qu'il n'y a rien à faire au contenu et qu'il y a tout à voir, pas à comprendre, parce que il y a aussi que comprendre, c'est très intellectuel. On veut comprendre, et alors les psychologues nous ont mis dans le bain complètement avec ça. On veut se comprendre, donc on veut comprendre son contenu, son passé, ses blessures. Et on ne voit pas la mécanique du cerveau. Alors, elle ressemble à quoi, justement, cette mécanique pour la comprendre et justement l'apaiser, puisque c'est ça le but. Mais on peut pas l'apaiser. Elle s'apaisera si on la perception stop. Oui, le fait de voir, en fait, stop, c'est ça ? La perception stop. Et ça, je crois que c'est perceptible à tout le monde. Quelqu'un vous dit quelque chose de très juste. Je crois que la vérité stop. C'est pas la perception, en fait. Je crois que c'est la vérité qui stoppe. Alors, Bohm dit aussi que la vérité, c'est la pure énergie. Et Krishnamurti n'arrête pas de dire, vous manquez totalement d'énergie parce que vous êtes perdu vous gâchez votre énergie, toute votre énergie, à essayer de comprendre le contenu.
C'est quoi d'ailleurs l'énergie pour lui? Et quand il parle d'énergie, il le met en lien évidemment avec le cosmos et en disant cette chose absolument merveilleuse, c'est que au départ n'était pas le chaos. Ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, il s'énerve d'ailleurs. Il s'énerve. Il dit comment peut-on dire que le chaos, que dans les religions qu'au départ était le chaos dans lequel on a mis l'ordre? Impossible, dit-il. Là, je répète, parce que je ne comprends pas, mais impossible. Au départ, c'était l'ordre. Voilà. Peut-être que l'homme a mis le chaos et après il veut mettre de l'ordre dedans, mais au départ, c'était l'ordre. Tout est ordre. Alors là, il est joyeux, là. Il dit, les volcans, c'est l'ordre. Les destructions, c'est l'ordre. La destruction, c'est la création. Enfin, il s'envole, là. Quand il parlait aussi d'éveil, il disait soit on est éveillé, soit on ne l'est pas. Comment accéder à l'éveil? Comment, justement, pouvoir être dans cet état qui permet à l'insight de surgir? Ben là, alors là, il aurait eu une réponse fulgurante, ça aurait été, il n'y a pas de comment. Si vous commencez par comment, il n'y a pas de comment. Parce que comment, c'est une demande de la pensée, évidemment. C'est pas... Quand même, je crois que ce qui m'a attaché le plus à lui, c'est que dès que j'avais un petit tapis, il me l'enlevait de sous les pieds et je me retrouvais sur les fesses. Et je me reconstruisais un petit tapis, il me le réenlevait de sous les pieds. Et là, je crois que c'est le grand tapis, c'est le définitif, c'est qu'il n'y a pas de comment. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et qu'est-ce qu'il disait sur la peur qui conditionne nos agissements, notre manière de vivre? Alors, je ne vais pas dire comment il nous invitait à l'appréhender, parce que je reviens moi aussi sur mon tapis. Oui. Et pourtant, il répondait en disant, on se libère de la peur qu'en percevant le mouvement de la peur en soi-même. Le voir, c'est le désactiver. On revient sur... On revient sur la vision de la structure de la pensée et pas sur son contenu. Et alors, sur la peur, il dit un truc que j'ai trouvé, que je n'ai vu que récemment et que je trouve passionnant. Il dit, quand vous parlez de la peur, vous ne parlez que de la pensée. Enfin, je résume. Quand vous parlez de la peur, vous ne parlez que de la pensée. Parce qu'en fait, la peur est dans la vie. La peur, c'est la nature a peur. Ça, c'est extra. Il dit pas ça comme ça, là, c'est clair du four, mais tout dans la nature a peur. Il dit, les oiseaux ont peur, les fourmis ont peur. Moi, j'ai des plantes vertes, je sais qu'elles ont peur, et c'est vérifié même scientifiquement quand on les embête ou qu'on leur met trop de soleil ou qu'on les brûle. Donc la peur fait partie de la vie et c'est magnifique. C'est la sauvegarde de la vie. Mais ce que nous fabriquons, nous, c'est la peur de la pensée. Et je crois que chacun a eu dans sa vie une expérience comme ça, un danger immédiat, tout réagit. Je ne sais pas si c'est le corps, la pensée, les sentiments, les sensations, les odeurs, enfin tout bouge. Il y a un mouvement d'ailleurs, quelque chose qui se crée, qui vous met à l'abri, et la peur vient après. Et la peur, c'est passionnant ça. La peur, elle est assise sur le passé et le futur. C'est-à-dire, si j'ai peur, c'est parce que j'associe ce qui vient d'arriver à quelque chose qui est arrivé. Sinon, il n'y a pas de raison. Ça réactive. Et que je me dis, ah oui, mais ça aurait pu m'arriver. Donc, je m'en vais dans le futur. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je continue à trouver ça extraordinaire. C'est qu'en fait, la peur, c'est très, très bien. C'est une très bonne chose qui fait partie de la vie. Et tout le reste, c'est la pensée qui fabrique parce qu'elle est trop vieille pour comprendre. C'est ça. Et d'ailleurs, il appelait à une mutation complète, non seulement dans les grandes choses, mais aussi dans les petites. Et il disait, cette mutation faite, ne vous installez pas, gardez intérieurement la marmite sur le feu. Donc ça revient à votre exemple du tapis, là. Oui, c'est ça. En fait, lui, il le faisait pour moi, mais moi, je me reconstruisais pieusement. Je me demande même si je ne le tissais pas soigneusement un autre tapis. Mais je pense que là, il est surtout dans le concept, pas le concept, dans l'instant. Il est beaucoup dans le moment de now. Il en parle beaucoup avec Bohm aussi. Et pour lui, l'attention, par exemple, n'est pas continue. C'est d'instant en instant. La vie est d'instant en instant pour lui.
Et il le disait pour lui-même, d'ailleurs. Il affirmait pour lui-même que l'instant d'avant avait disparu. Et ça, c'est une notion qui est énorme. Je veux dire, quand on est depuis l'enfance baigné, trempé, dressé à la continuité, c'est Ouais, énorme. c'est énorme. D'ailleurs, on peut retrouver, j'imagine, tout ça dans leur livre aussi, Le temps aboli, dialogue entre Jiddu Krishnamurti et David Bohm, c'est ça? Oui, on le retrouve là-dedans, en grande partie. Oui, il creuse ça beaucoup. L'instant, le temps et l'insight. Il parle énormément de l'insight. C'est un livre qui est accessible pour le grand public ou qui est ardu si on n'a pas lu autre chose avant de Krishnamurti? Écoutez, j'ai l'impression de vendre ma salade parce que c'est moi qui l'ai traduit, donc qui l'ai retraduit. Donc, je peux vous dire que c'est très accessible. D'accord, très bien. Non, vous vendez pas votre salade, c'était ma question, donc c'est parfait. ça me va bien. Qu'est-ce qu'il disait Krishnamurti sur l'amour inconditionnel? Alors, on l'a pas dit, mais il était marié, hein, Krishnamurti. Hein. Non. Non, il n'était pas marié. Il avait une femme. Non. Il a une biographe a écrit qu'il avait eu une relation sensuelle et pour le reste, il vivait avec, mais non maritalement, avec une dame extraordinaire que j'ai connue, magnifique, qui sortait de milieux très riches de New York. Son mari était producteur de cinéma très connu, enfin quelqu'un qui était tout à fait dans la vie et qui, à la mort de son mari, est allé le voir bouleversé et qui, à la suite de l'entretien qu'elle a eu, a dit, eh bien, moi, j'aimerais aider financièrement parce qu'il n'avait pas d'argent du tout. Et peut-être vous servir de secrétaire. Et je crois qu'ils ont vécu ensemble. Elle le nourrissait, elle le soignait, elle était sa secrétaire. Et je crois dire qu'elle l'aimait très profondément, mais je ne pense pas qu'ils aient vécu maritalement. Et c'était une femme que j'ai vraiment adorée. Alors, quelle était sa vision de l'amour à lui, son enseignement ? Et là, je crois que je ne vais pas pouvoir répondre parce que c'est là où j'achoppe complètement. Il ne parlait de l'amour que très, 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 très rarement, avec une précaution infinie, comme une chose immense, énorme, qui en fait englobe tout. Je veux dire, probablement l'énergie, probablement la création. Probablement l'univers. Donc là, je peux pas. C'est pas Claire Dufour qui va dire quelque chose là-dessus. Je le cite quand même. On n'enferme pas un nuage dans une cage dorée quand il parle d'amour. Pouvons-nous connaître l'amour ? Il interroge. Évidemment non. Ce que l'on connaît n'est pas l'amour. Aimer, c'est être sensible, vulnérable à tout. Ah, alors là, on touche à quelque chose de très beau. C'est l'idée de vulnérabilité en laissant l'amour de côté parce que ça ne peut pas être un résultat. Donc, pour rester sur la vulnérabilité, parce que ça me touche énormément, parce que je crois qu'on est dressé à être invulnérable depuis l'enfance. Et certains ont avalé l'hameçon, la ligne et la canne avec. Hein. Donc, je crois que cette notion, elle est fort importante dans mon entourage et en moi-même. C'est que la vulnérabilité est une force. Enfin, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, plutôt. Et elle est simplement liée à l'insécurité, en fait. Parce que là, j'ai aussi eu la chance de recevoir récemment un texte de Brookwood en anglais sur le fait de l'insécurité. Il dit, l'insécurité est un fait. Bon, c'est tout, c'est comme ça. La vie est insécure. Alors, soit vous vous jetez dans la peur, dans la névrose, vous allez à la messe, vous allez chez le psychiatre, etc. Ou vous allez boire au cabaret du coin, ou vous devenez écrivain, ou enfin vous faites quelque chose. Soit vous dites l'insécurité est un fait, et là vous devenez attentif. Et si vous êtes attentif, vous êtes totalement vulnérable. Et vous êtes totalement présent, donc vous êtes rapide. C'est ça qui est extraordinaire. Si vous êtes attentif, vous êtes rapide. Et vous répondez exactement, seconde par seconde, à ce qui arrive.
Et ça me fait un lien avec, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, avec ses enseignements sur la création, justement. Et il invitait toujours cette même idée d'éternel recommencement. Et d'ailleurs, quand il va s'approcher de la mort, et il va aussi beaucoup parler de cet état-là, comme une forme de régénération permanente de l'être et d'auto-création permanente. Oui, je crois qu'en gros, parce que j'ai tendance à m'étaler un peu, en gros, il disait... Ce que vous appelez la mort, c'est pas ça. Vous mettez la mort au bout de la vie, parce que vous êtes tellement attaché à tout ce qui se passe et à tout ce que vous sentez, tout ce que vous pensez, que vous mettez l'arrêt de tout ça comme quelque chose d'horrible, à craindre, donc vous le poussez très loin. Mais la mort, c'est à chaque seconde. La mort, c'est simplement une fin. Je crois qu'il essayait d'équivaloir mourir à finir, pour perdre cette notion que mourir c'est tragique, parce que finir c'est pas tragique. Finir c'est juste fin. Et il disait si vous mettez pas fin, il n'y a pas de nouveau. Donc ça, pour lui la mort il en parle tout le temps. Il a commencé à en parler très très jeune. C'est pas du tout, pas pour vous contredire, mais c'est pas en s'approchant de sa mort qu'il a commencé à en parler. Il en parle tout du long. C'est vraiment finir, la notion que chaque instant est séparé de l'autre en fait. Et si j'ai encore une seconde là-dessus, je peux... Bien sûr, bien sûr. Ça se rapproche très fort de ce que dit Bohm en science. C'est que, et ce que disent, je crois, la physique quantique, que je connais pas du tout, c'est que ils ont découvert que la matière n'est faite que d'un nombre infini de particules qui se suivent à une telle vitesse que ça a l'air de cohérent, et que l'énergie aussi est faite de ça. Et que peut-être, donc du coup, le cerveau la pensée ne peut être fait que de ça. Donc, tout est instantané. Mais ce mouvement d'instantanéité, ce flot d'instantanéité, c'est ce qui nous donne le mouvement, ce qui semble donner la vie. Donc, tout est création tout le temps. D'ailleurs, il dit « Je veux tout connaître de la mort parce que la mort pourrait être la réalité. » Et là, il dit « Dieu, c'est extraordinaire qui vit et qui se meurt. » Ah oui, alors là, j'avoue mon incompétence, mon ignorance, etc. Et la notion de Dieu, c'est quelque chose qui peut tout recouvrir ou rien, des bricoles, ou calmer des chagrins, ou je veux dire... ou justifier des existences, mais c'est une notion. Donc, Dieu, je sais pas, et je crois que quand il dit autre chose que la pensée, on est dans rien, en fait. Mais l'insight, peut-être, c'est Dieu, en fait, si on veut le nommer. Est-ce qu'on a besoin de le nommer? Déjà, on a du mal à le définir, l'insight. On va pas lui rajouter encore une casquette. Alors, il y a quelque chose quand même dans sa pratique qui est assez frappante. Il marchait, je crois, 3-4 heures par jour, c'est ça? Il marchait beaucoup. Est-ce que cette pratique de la marche, où justement il n'y avait pas de surgissement de la pensée, où il pouvait être dans l'état de vraiment du ça ou de l'insight, surgissait particulièrement à ce moment-là? Écoutez, là je vais faire mon Krishnamurti bis. D'abord, on va pas marcher par pratique. Et deuxièmement, on n'en attend rien que le plaisir de marcher. Et on découvre à chaque seconde l'arbre, le chemin, la pensée, le ciel, tout ce qui arrive. Donc je pense qu'il disait lui-même, quand il marchait, il n'y avait aucune pensée, jamais. Donc ça peut pas être... On peut pas transformer. De toute façon, la marche est un plaisir infini. Et quand vous dites quand même, il y avait aucune pensée jamais, c'est vrai que ça paraît. Il disait ça. Oui, ça paraît pas possible en fait. Ah mais oui, mais lui apparemment, il était, et je crois qu'il était dans un domaine technique un peu différent du nôtre quand même. Après tout ce qu'il avait subi comme lessivage, je pense qu'en plus il était très
c'est pas du tout vantard, je veux dire, jamais. Il se laissait aller. Quand il parlait de lui, c'était très rare et il fallait vraiment le pousser à bout. Et non. On pourrait parler d'état modifié de conscience aujourd'hui ? Mais est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut raccrocher, voilà, c'est ça ma question, Anne. Est-ce qu'il faut raccrocher ce que dit l'un à ce qu'ont dit les autres ? Oui, parce qu'on ne se libère pas du connu, forcément, en faisant ça. Hein. Je suis d'accord. Hein. En faisant ça, on risque de faire tout de suite un lien qui peut être très intéressant pour faire une thèse de fac. Mais si l'envie, c'est pas de comprendre, mais de saisir, voilà, de percevoir, peu importe. En fait, voilà, peu m'importerait, mais là je parle pour moi, peu m'importerait ce qui a été dit avant, même de Krishnamurti. Il était parfois perçu comme distant, voire même austère. On le voit aussi sur certaines photos. Il nous parle pourtant de la nécessité de jouer, de rire, pour espérer entrevoir la réalité de la vie. Et il dit, si vous ne savez pas jouer, vous ne découvrirez jamais rien. Oui, c'est vrai. Il disait, mais testez donc, faites-le. Il disait, mais c'est comme un jeu, mais faites-le. Mais les gens voulaient comprendre ce qu'il disait. Je parle sous la tente, quand je l'écoutais à Saanen, je me suis aperçue que je faisais la même chose. Je voulais comprendre maintenant ce qu'il disait pour pouvoir sortir avec ce nouveau bagage. Et une fois dehors, avoir compris. Il fallait comprendre tout de suite ou jamais. Et quand il disait jouer, pour revenir, à votre question, il était très joueur, et il avait passé des heures jeune à jouer avec des fourmis, il faisait monter des escargots pour les faire redescendre, etc. Il était incroyablement joueur et il avait un rire énorme qu'on lui reprochait beaucoup parce que son rire perçait les murailles. Il avait un énorme rire. Non, et il était très gai. Avec Mary Zimbalist disait, nous rions beaucoup tout le temps, de tout. Donc je pense que on ne peut pas non plus prendre le rire comme un médicament. C'est terrible, comme dès qu'on découvre quelque chose qui marche, la pensée s'en empare et dire rions. Oui. Il disait, si vous ne savez pas sourire non des lèvres, mais de tout votre être, sourire des yeux, de l'esprit, du cœur, vous ne savez pas ce que c'est d'être simple et prendre plaisir aux choses simples de la vie. Mais ça, je crois que tout le monde réagit à ça, tout le monde fait écho à ça, bien sûr. On arrive à la fin de ce podcast. Hélas, déjà, j'ai effectivement l'impression de ne pas être à la hauteur au niveau des questions par rapport à la profondeur de la pensée de Krishnamurti. Pas de la pensée, mais de l'enseignement de l'être. Voilà. Et puis, en dernier point, j'aimerais quand même aborder peut-être, pour conclure, il a eu une vision aussi pour l'éducation et la jeunesse. Il est à l'origine d'un courant d'écoles aussi à travers le monde. Vous pouvez nous en parler un peu en conclusion ? Ah oui, ça c'est très très important en lui. Et peut-être était-il légèrement désespéré de ne pas se faire entendre des adultes. Donc il pensait qu'en passant par les jeunes, il serait possible, avec des esprits plus jeunes et plus vifs et plus dynamiques et plus éveillés, de comprendre ce qu'il était en train de dire. Donc effectivement, il a créé des écoles et ce sont des écoles extraordinaires. Il y en a plusieurs en Inde, il y en a une en Angleterre, il y en a une à Ojai en Californie aussi. En Angleterre, c'est à Brookwood Park, à côté de Winchester ou Petersfield, au sud de Londres. Et ce sont des écoles, des boarding schools, des écoles où les élèves, en tout cas en Angleterre, sont pensionnaires et où il y a une toute autre éducation qui ne se ressemble pas tant à Steiner ou à d'autres écoles. Freinet ou Montessori. Oui, Montessori. Bon, bien sûr, l'esprit est toujours dans l'ouverture et l'espace, la liberté, mais aussi, surtout, dans le fait que ce qui est important, c'est de connaître le fonctionnement de soi-même pour s'en libérer et jouir du monde. Et les écoles sont des endroits où on joue, où on fait du sport, où on fait de la musique, où on se découvre avec son prof qui est d'ailleurs son tuteur, c'est-à-dire les professeurs vivent avec les élèves, ils dorment avec les élèves, ils jouent, ils font du sport avec les élèves, ils sont totalement dédiés et ce sont des écoles franchement extraordinaires, ce qui n'est pas un jugement de valeur.
Peut-être en conclusion, pour des personnes qui voudraient aller plus loin, évidemment, on va renvoyer à cette magnifique biographie, Krishnamurti, Une vie, aux éditions Presse du Châtelet, qui est sortie il y a quelques mois. Mais sinon, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, par exemple, la pensée de Krishnamurti, un livre peut-être introductif que vous pourriez nous donner, puis inversement, peut-être 2-3 livres pour les plus initiés. Oui, alors je vais peut-être le prendre à l'envers en me prenant comme cobaye. Mon premier livre a été L'éveil de l'intelligence, que j'avais acheté par pure méchanceté pour l'offrir à quelqu'un. Ah. Ce qui est une horreur, mais qui a permis que je tombe dessus, et c'était un dialogue avec Bohm. Ça, c'est le mien, mais une fois que je l'ai eu commencé, je comprenais rien. Et j'en ai acheté un autre qui est beaucoup plus simple, et j'ai eu la chance de tomber sur le plus simple, et celui qui a été probablement celui qui a éveillé le plus de monde, et qui s'appelle en français Se libérer du connu. Oui, que j'ai cité tout à l'heure, oui. Oui, et qui est tout simple et tout juste. Oui. Peut-être un deuxième livre, évidemment la biographie, qui retrace et qui synthétise aussi finalement à la fois sa vie, mais aussi l'enseignement et la pensée. Oui, la biographie est peut-être quand même plus réservée à des gens qui ont déjà un certain intérêt, peut-être pour Krishnamurti, parce que c'est quand même une brique, sans vouloir lui faire du tort, au contraire. Mais je veux dire, il y a peut-être, justement, pour les gens qui sont déjà un peu intéressés ou un peu scientifiques, peut-être l'éveil de l'intelligence, et aussi, les dialogues avec Bohm. Bien sûr. Oui. Le temps aboli est très passionnant. Alors moi, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est peut-être dans le cœur des enseignements de Krishnamurti est contenu la fameuse déclaration qu'il fit en 1929. Ça peut être intéressant, peut-être même qu'on la publie sur nos réseaux sociaux. Elle est un peu longue, mais pourquoi pas, si on est autorisé à le faire, parce que là, on a quand même aussi une synthèse de sa pensée. C'est très court, mais ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. C'est intéressant, effectivement. J'étais en train de penser à un autre livre qui venait de me traverser l'esprit, c'est qu'il y a des petits livres sur l'éducation qui sont extraordinaires. C'est les lettres aux écoles, par exemple, ça c'est vraiment fabuleux, parce que en tant qu'adulte, vous pouvez en prendre pour votre grade de la même façon. C'est tout à fait pareil. Ça peut s'adresser directement aussi aux adultes et même aux vieux. Alors, on n'a pas parlé de l'importance du silence. Il y a aussi, parce que je vois ce livre que j'ai dans mes notes, là, La révolution du silence. Oui. Mais vous voyez le problème, je suis tout à fait d'accord, tous ces livres sont formidables, mais il y a des livres qui sont plus ou moins digestes ou indigestes, parce que dans l'ensemble, les livres n'ont pas été écrits par lui, sauf Se libérer du connu, et les commentaires, les 3 bouquins de commentaires, mais les autres, et les notes, les carnets, mais qui sont plutôt méditatifs, etc. Mais les livres sont généralement des reprises de ses conférences. Donc ça peut être un peu lourd et indigeste de temps en temps, sans vouloir leur faire du tort. Donc je resterai peut-être pour des débutants dans Se libérer du connu et La première et la dernière liberté, qui sont aussi des livres accessibles. Très bien. C'est parfait, on a fait un bon tour d'horizon. Merci infiniment Claire Dufour à nous avoir ouvert la piste, la voie de l'enseignement de Krishnamurti, qui nous invite à cette liberté de l'être. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Krishnamurti, une vie, aux éditions Presse du Châtelet, qui est sorti en février dernier et qui faisait suite, effectivement, comme on l'a dit en introduction, à celle qui avait été démarrée par Pupul Jaïkar. Voilà, merci infiniment Claire Dufour, à bientôt peut-être. Merci à vous et merci pour vos questions qui sont très ouvertes. Merci, ça me rassure un peu. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.